Est-ce que le droit à l'autodétermination du Québec est différent de celui des peuples autochtones? Ben, je ne pense pas. Non, OK, ben je pense que Non, à ce moment-là, on a les mêmes attributs que le Québec. Mais non, mais c'est pour ça. Non, mais je suis d'accord avec vous. On a un territoire, on a une langue, on a une culture. Ah oui. N'est-ce pas là les attributs que le Québec fait valoir dans sa démarche vers sa souveraineté? Bonjour à tous, un petit mot pour remercier ceux qui nous appuient financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, que nous allons pouvoir continuer de vous offrir du contenu vraiment intéressant et même continuer de vous surprendre. Ceux qui nous suivent comme ça et qui voudraient en savoir plus, qui voudraient accéder aux épisodes également d'avance, sans publicité, il y a 2 options qui s'offrent à vous. Vous pouvez descendre comme ça le curseur sur YouTube. Vous allez voir l'option rejoindre, se joindre, vous allez voir que pour une somme modique, vous allez accéder aux épisodes 3 semaines d'avance, sans publicité, et également du contenu exclusif pendant 3 mois. Sinon, on est sur Patreon également, le lien est dans la description. Merci, à bientôt. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Vous m'avez demandé dans les dernières semaines que l'on parle d'histoire, que j'invite quelqu'un avec qui on pourrait discuter des dernières années, des dernières décennies au Québec. Et j'ai voulu faire les choses différemment. J'ai voulu inviter quelqu'un qui, oui, a été un témoin privilégié au moins des 30 dernières années au Québec, mais d'un point de vue qui est un peu différent. Monsieur Picard, bonjour. Bonjour, quoi? Ghislain Picard, qui était donc le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec de 1992 à 2025. On en parlait juste avant qu'on entre en onde. On s'envoyait comme ça la balle des événements qui ont marqué ces 33 années-là. C'est fou, là. Je veux dire, il y a eu, juste avant que vous arriviez en poste, la crise d'Oka quand même, là. C'était pas n'importe quoi. Ensuite, il y a eu toutes les batailles constitutionnelles, Meade, Charlottetown, le référendum sur l'indépendance du Québec. Il y a eu, juste dans le domaine, par exemple, des relations entre les Premières Nations et le fédéral ou le provincial, toute la question de la vérité et réconciliation. Donc, 33 ans complètement fous que vous avez vu passer. Le regard que vous portez là-dessus, parce que je trouve, à moins que je me trompe, qu'on ne l'a pas vraiment entendu, est-ce que c'est un regard sévère? Est-ce que c'est un regard optimiste, lumineux? Comment vous voyez ces 33 ans qui ont passé? Évidemment, sur 3 décennies, là, moi, je suis arrivé un peu à la période où on commençait à parler de l'histoire canadienne récente, notamment la situation des pensionnats indiens. Ça a été extrêmement douloureux, déchirant même au sein des communautés, mais pour la société canadienne, québécoise, c'était une découverte là. Donc ça, c'est un exemple. Ouais. Comme vous le disiez, là, il y a plusieurs autres dossiers là, qui ont fait les manchettes à travers les années. Je dirais que là où on est rendu maintenant, j'ai tendance à jeter un regard beaucoup plus optimiste qu'il y a peut-être 20 ans, 25 ans. Ce qu'il faut sans doute comprendre et savoir, c'est que on est toujours, comme peuple autochtone, en quelque sorte placé devant l'adversité. On a l'impression qu'on est toujours un peu, on porte un peu le poids le fardeau de la bonne foi. Finalement, le fardeau aussi de la transparence. C'est-à-dire qu'on a l'impression que on est toujours dans une position de compromis. Alors que, pour moi, je vais le dire de cette façon-là, les compromis là, s'étendent sur les 4-5 derniers siècles. Là. Comme peuple autochtone, depuis les premiers contacts, nos peuples n'ont jamais cessé de se compromettre dans ce qu'ils sont, dans leur identité, dans leur culture. Et ça, c'est le phénomène de la colonisation là, à travers les siècles qui nous donne finalement ce résultat-là. Mais je pense que, en même temps, là où je suis peut-être un peu plus optimiste, c'est que il y a quand même eu un succès, une réussite dans le fait que nos cultures sont encore très vivantes. Les langues autochtones sont peut-être dans une précarité là, qui est inquiétante, mais en même temps, les cultures sont très, très vivantes au sein des communautés, mais au sein même des individus aussi. Et c'est en train
de renaître en quelque sorte. Et ça, je trouve ça quand même assez encourageant pour la suite. Le taux de natalité chez les premiers peuples est quand même très élevé là, par rapport Ouais. à celui des populations dites blanches au Canada. Tout à fait l'inverse de ce qui existe ailleurs. Évidemment, la démographie, là, c'est vraiment c'est la pyramide à l'inverse là, pour nos communautés. Et je dirais que c'est aussi très, très encourageant. Je veux dire, il n'y a pas de société qui demanderait pas mieux que d'avoir un peu cette tendance-là. Mais encore faut-il avoir les moyens aussi de soutenir cette démographie-là. Donc, ça nous ramène un peu au défi. Parce que les 30 dernières années ont été faits, oui, de défis, mais de progrès aussi. Puis les défis, ben, c'est comment on peut assurer la prospérité collective, individuelle, avec un tel taux de natalité au sein des nations et des communautés. Donc, alors qu'on sait que, bon, les ça communautés... ça peut être un instrument presque que dangereux dans la mesure où il y a beaucoup de pays où le taux de natalité est très élevé, mais les conditions de vie sont pas meilleures, là. Non, ben, c'est un peu là où je veux en venir. Aujourd'hui, actuellement, ça a été voulu comme ça. Il y a une dépendance étatique très, très claire là, de nos communautés à l'endroit des institutions autour de nous, des systèmes, que ce soit fédéral, provincial. Donc, ce qu'on veut chercher à atteindre, c'est finalement faire l'inverse. Est-ce que les communautés, dans la mesure où elles ont accès, par exemple, à une capacité économique, développer leur propre économie? Et c'est un peu ça, je pense, ben, je vais appeler ça défi, mais c'est aussi une opportunité qui se présente à nous aujourd'hui. Mais il faut savoir que je veux dire, c'est une longue route, là, parce que, ultimement, c'est la personne décolonisée qui est en mesure de se décoloniser. Et ça, c'est pas nécessairement facile. On parlait un peu plus tôt de la réconciliation. Bon, il y a eu les écoles résidentielles, les pensionnats indiens. Après ça, la vérité. Après ça, la réconciliation. On est engagé là-dedans. Là. Mais ce qu'on néglige souvent finalement d'observer ou de comprendre, c'est le fait que la réconciliation doit d'abord être individuelle. Je dois me réconcilier avant que je croie à une réconciliation qui soit plus collective. Donc, il en va de même pour la guérison, une guérison individuelle pour une guérison collective. Et je pense que c'est ça qu'on sous-estime de temps à autre, là, que l'importance de ce trajet-là, en quelque sorte, là, parce que c'est un processus qui est beaucoup plus à long terme. Puis, au niveau de la réconciliation aussi, ce qui est embêtant, ou enfin ce qui est complexe, qu'il l'est en tout cas davantage, j'ai l'impression que ce qu'on veut bien nous faire croire, c'est que il faut savoir aussi on se réconcilie avec qui, et est-ce que, par exemple, on se réconcilie avec le fédéral de la même façon qu'il faudrait se réconcilier avec le provincial? Est-ce que le Québec, par exemple, donc son passé français, a la même réconciliation à entamer avec les premiers peuples par rapport à ce que les Canadiens anglais, qui sont plutôt, eux, héritiers de la colonisation britannique, doivent, eux, entamer? On dirait que, je ne sais pas pour vous, mais moi, de mon point de vue, on dirait qu'on est resté à l'étape presque des slogans durant toutes ces années. On nous parlait de vérité, de réconciliation, de pardon, de racisme systémique, mais on allait très peu en profondeur. On n'allait pas dans les nuances non plus. Et je sais que ça a blessé beaucoup de gens, notamment au Québec, parce que on entendait par exemple parler de ces pensionnats-là à Kamloops, prenons cet exemple-là. Ouais. On nous parlait d'un charnier, on va en parler tantôt d'ailleurs. Puis les Québécois se disaient, OK, oui, c'est historiquement avéré qu'il y a eu des pensionnats ici, mais est-ce qu'il faut ressentir la même responsabilité que, par exemple, les gens qui sont dans cette région-là du Canada doivent, eux, ressentir? Ma question, ça serait la suivante. Est-ce que vous trouvez que le concept de réconciliation a été suffisamment bien expliqué? Ben, pour moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs étapes, finalement, au processus. Je pense que, et de un, il faut reconnaître et accepter la vérité. Et ça, je pense que c'est important de passer par cette étape-là. On parlait de la commission Vérité et Réconciliation. Je pense que les deux vont de pair. Mais après ça, ben, je pense que
en tout cas, de notre point de vue à nous, l'intention n'a jamais été de culpabiliser la société autour de nous, la société avec laquelle on cohabite aujourd'hui. Mais en même temps, ce qu'on demandait, est-ce qu'on peut ne pas reconnaître que l'histoire nous a pas toujours été juste comme peuple autochtone? On peut parler des pensionnats indiens, on peut reculer plus loin, puis savoir que finalement, les politiques qui ont été instaurées à la fin du 19e étaient carrément là, des politiques d'assimilation, sinon d'extermination. Et on constate aujourd'hui que c'est une démarche qui a tristement échoué parce qu'on est encore ici. Et je veux dire, on a des situations, les langues, les personnes qui les utilisent se comptent sur les doigts d'une main. Ça, c'est tragique aussi, là. Mais par ailleurs, il y a quand même des cultures où les langues autochtones sont quand même en meilleure posture, où on affiche des taux de locuteurs, locutrices là, autour de 50-60 %, ce qui est quand même très bon là, dans la situation actuelle. Mais je pense qu'on doit aussi apprendre à tourner la page. Et pour revenir à la question, je pense que la réconciliation s'affiche nettement sur deux fronts. D'un côté, est-ce que les systèmes qui ont été les systèmes coloniaux sont capables de s'adapter à nos propres systèmes? Parce que nous, finalement, on n'a pas eu le choix d'exécuter ou de faire le contraire. On n'a pas eu le choix de s'adapter au système autour de nous. On en est même encore aujourd'hui dépendant. L'autre front, c'est comment on réussit à peut-être garantir ou apporter un certain succès à la réconciliation sociétale. Et ça, c'est un autre élément, je pense, qui vraiment, en quelque sorte, conditionne la précédente. Et nous, on a misé beaucoup sur, en tout cas, à l'époque où j'y étais, on a misé beaucoup sur les conditions qui devraient prévaloir pour, finalement, faire en sorte que la société, la majorité autour de nous comprennent qu'on a envie de collaborer, on a envie aussi de contribuer. Mais c'est difficile, lorsqu'il y a un déséquilibre sur le plan social et économique, de faire contribuer les peuples autochtones. Donc, c'est un peu cette mise à niveau-là qu'on essaie toujours d'aller chercher, de garantir. Donc, d'un côté, le processus politique, à notre avis, échoue. Et pour nous, l'autre choix que nous avons, l'autre option que nous avons, c'est, est-ce qu'on peut ne pas procéder autrement et, par exemple, créer des alliances avec la communauté autour de nous, communauté d'affaires notamment. Et donc, moi en tout cas, dans les 10 dernières années, on a beaucoup misé sur un agenda économique qui visait à faire la démonstration que, encore une fois, sur la base de la démographie, là, qui est le contraire de ce qui existe ailleurs, est-ce qu'on pourrait pas donner à ces communautés-là l'opportunité de créer également leur propre économie? La communauté d'affaires a été très, très largement sensibilisée et, selon moi, là, généralement, la communauté d'affaires est au rendez-vous et collabore dans cette mise à niveau. C'est délicat parce que, vous le disiez tantôt, il y a une dépendance à l'intérieur de vos communautés. Puis, casser ça, c'est une étape nécessaire parce qu'on ne peut pas faire valoir un système qui est différent et qui était antérieur, en tout cas présent antérieurement à celui qui s'est installé là après et qui s'est instauré et qui s'est institutionnalisé. Ouais. On ne peut pas le faire valoir si on le pratique nous-mêmes puis il fait notre affaire. Il faut casser ça. Puis casser ça, c'est ce que vous disiez là, il n'y a pas longtemps, c'est la réconciliation, ça part de soi. Donc, il faut se régler ses propres problèmes. Pensons par exemple à notamment beaucoup de programmes d'aide. Pour certaines personnes, puis là, je ne parle même plus des gens issus des Premières Nations, mais recevoir par exemple un chèque du gouvernement, ça peut être plus simple que de se prendre en main. Je ne dis pas que les gens sont heureux là-dessus, là. Je n'irai pas là, mais c'est plus simple. Ça ne nous mène pas à entamer les vraies transformations dans notre vie. Il y a beaucoup de gens qui dépendent de ça à l'intérieur de vos communautés. Puis
eux, ils doivent régler ce problème-là avec eux pour ensuite devenir qui ils sont et ensuite faire valoir une vision du monde qui est différente. On part de loin. Non, on part de très loin, effectivement. Et moi, je pense que tout le monde chez nous va reconnaître qu'on a encore beaucoup de chemin à faire là, avant de se dire complètement autonome. Et ça passe notamment pour une espèce de rééducation de nos propres valeurs, de nos propres systèmes. Et je pense que c'est Félix Leclerc qui disait, bon, la meilleure façon de tuer une personne, c'est de le payer à rien faire. Ouais. C'est un peu ça, là. C'est très, très imagé. Mais en quelque sorte, lorsque moi, je regarde un peu comment j'ai grandi, puis ce que j'ai vu autour de moi, ben, c'est à peu près ça, là. Et donc, il faut, je vais peut-être me répéter, là, mais c'est le colonisé qui peut se décoloniser. Là. Mais encore faut-il qu'il ait les moyens de le faire. Et ça, c'est un peu le processus dans lequel on est engagé, sur le plan comme société, mais aussi sur le plan politique. Et c'est peut-être là qu'on accuse beaucoup de retard. Moi, ce que j'ai envie de dire, là, c'est que pour moi, c'est important que la population autour de nous comprenne que il y a eu des déchirements importants, des bouleversements importants sur le plan humain. Juste l'épisode des pensionnats indiens et comment finalement la dignité humaine a été complètement détruite là, au sein des sociétés autochtones. Comment finalement, lorsqu'on dit tuer l'Indien dans l'enfant, là, c'est pas exagéré. Là. Et ça, c'est vraiment le système qui l'a voulu ainsi. Donc, il faut vraiment que la population autochtone se pardonne. Hein, c'est toujours plus facile de pardonner à quelqu'un d'autre que de se pardonner à soi-même. Donc, il y a eu de la honte, il y a eu une baisse de l'estime de soi. Et tout ça, comme valeurs humaines, là, c'est des valeurs qui sont extrêmement importantes. T'sais. Comment on assure que l'individu autochtone est en mesure de retrouver cette dignité-là, cette fierté-là, cette confiance en soi là, qui a pris le large là, à travers les décennies. Puis on parlait tantôt de cette posture qui est maintenant centenaire des Autochtones qui a consisté à concilier, à trouver le compromis. C'est le mot que vous avez trouvé tantôt. Aujourd'hui, là, moi j'entends beaucoup ce reproche-là. Souvent, on parle de paternalisme, par exemple, des gouvernements qui, oui, veulent, dit-on, aider, mais c'est au peuple autochtone de s'en sortir. Ça, cette posture-là également, vous avez été pris avec ça pendant des années parce que vous étiez chef de l'Assemblée des Premières Nations. Vous discutiez avec des élus, avec des ministres, vous participiez à des colloques, à des rencontres. Et en même temps, alors que vous faisiez valoir l'importance pour les Premières Nations de se prendre en main, il y avait cette espèce de jugement qui circulait énormément à l'égard de ce lien-là entre les deux, qui est peut-être un lien qui est, si c'est pas stérile, qui est un petit peu malsain, parce que s'il y a un lien entre le colonisé et le colonisateur, comment on fait pour véritablement avoir l'impression que le colonisé s'en sort tout seul, puisque vous dites que c'est ce qu'il y a de plus important. C'est délicat, ça. Ben, en fait, oui, ben, ça peut ressembler quelque part à, je ne sais pas, à défaut d'un meilleur terme, peut-être à une certaine justification. Mais je pense qu'en même temps, de toute évidence, à mes yeux, la relation doit exister quelque part. Au niveau sociétal, je vais dire autrement, elle n'est pas parfaite, mais elle est là. Il y a quand même une histoire là, qui nous rapproche là, comme peuple au pluriel. Et en même temps, ça va peut-être me donner l'occasion de préciser davantage mon rôle parce que je l'ai dit souvent d'ailleurs publiquement, Justin Picard, c'est pas un chef des chefs, là. C'est pas moi qui... peut-être on va parler peut-être plus de pouvoir d'influence que de pouvoir tout court. Et pour moi, le pouvoir, chez nous, c'est à un autre niveau. Mais ceci étant dit, il n'en demeure pas moins que mon rôle principal, au-delà des responsabilités pour éduquer le monde autour de nous, au-delà
d'entretenir des relations avec la société de façon générale, société civile et ses institutions, il en demeure pas moins que j'avais aussi la responsabilité de réunir les conditions pour que cet engagement-là puisse exister entre les élus du Québec, les élus fédéraux et les élus du côté des Premières Nations. Donc, ça a été un peu, je veux dire, une commande un peu en continu, là. Comment on fait pour garantir que ces canaux-là existent, ces canaux de communication-là existent et soient soutenus? Et ça, je veux dire, c'est un défi constant, là, parce qu'on est, de part et d'autre, là, conditionné aussi par des éléments sur lesquels on n'a pas nécessairement le contrôle. Hein? Je veux dire, comment l'environnement politique autour de nous réagit et c'est quoi la réponse du Québec, c'est quoi la réponse du Canada, c'est quoi la réponse des Premières Nations. Donc, on est un peu en transit continu là, à travers tout ça. Un dossier qui me vient à l'esprit, ben, c'est la situation précaire du caribou, par exemple, sur les territoires traditionnels des Premières Nations. Position fédérale, position québécoise, et souvent, ben, la position du côté des Premières Nations est comme escamotée, n'est pas prise en compte, parce que la logique nous fait croire, nous fait dire qu'il y a uniquement deux responsables, deux compétences, fédérales et provinciales, alors que la responsabilité que nous avions depuis des millénaires par rapport au caribou, ben, il n'y a personne qui nous l'a enlevé, là. Sauf le système et les idéologies coloniales là, qui ont traversé l'épreuve du temps. Donc, c'est ça, finalement, que nous voulons remettre en perspective, qu'on est un joueur. Mais ce qui arrive trop souvent, c'est que on est sur le radar le temps d'une crise. Et quand c'est réglé, ben on sort du radar. Ouais. Et on est pris à ce moment-là. C'est un peu ça la vie, par contre, honnêtement. C'est peut-être que vous étiez, vous aviez l'impression que c'était pire, peut-être dans votre cas, mais moi, tous les gens que j'ai rencontrés ont toujours convenu que le milieu dans lequel ils évoluaient était passager dans l'actualité et après on disparaît comme ça. Oui, ben c'est parce que, je vais peut-être me répéter, mais on a toujours été réactionnaire. Et parce que la société fait fi des questions qui nous sont spécifiques et qui font que les peuples autochtones se présentent avec des défis qui sont les leurs uniquement. Et oui, je comprends que la société peut évoluer, puis écoute, on contrôle ce qui arrive aujourd'hui. C'est pas nécessairement le cas demain. Ça, on est conscient de ça. Mais ajoute à cela le fait que les communautés ont quand même un passé avec lequel elles se doivent de composer. Un passé qui n'a pas toujours été, je dirais, à la hauteur de leur propre regard. Là. Et ça, c'est aussi le résultat d'un regard externe à ce que nous vivons. Sans qu'on tombe dans le piège qui consisterait à essentialiser l'Autochtone, là, on sait que vous étiez élu avec une imposante majorité à chaque fois que votre mandat venait à être renouvelé ou non. Mais les Autochtones, les gens dans la rue, les habitants, les gens, monsieur, madame, tout le monde, eux, comment ils voyaient votre rôle? Est-ce qu'ils avaient l'impression, puis là, vous allez peut-être me dire qu'il y avait toutes sortes de monde, parce qu'il y a toutes sortes de monde dans n'importe quelle société, mais là, je parle peut-être plutôt du sentiment majoritaire. Est-ce qu'ils avaient l'impression que vous étiez, et je vais le dire de façon un peu grossière, mais parce que c'est une insulte qu'on envoie souvent aux gens qui travaillent proches des gouvernements, mais une sorte de traître à la solde des élus fédéraux et provinciaux, où ils croyaient vraiment que la solution se trouvait dans le dialogue et dans le compromis, et qu'il n'y avait plus vraiment un scénario où vous auriez affirmé les droits et les revendications de façon très, très automatique, sans même en appeler à vous asseoir autour d'une table et à trouver des compromis? Ben, je dirais que la meilleure réaction qu'on ait pu avoir à travers les années et la meilleure réponse de la base, en quelque sorte, des communautés, des nations, c'est lorsqu'on se montrait ferme et peut-être plus radical dans le discours envers les gouvernements. Donc, en même temps,
je veux dire, on est un peu comme sur la clôture, là. D'un côté, il y a cette réalité-là qui est exprimée par la base, par les communautés, par les personnes qui les constituent et qui sont en attente, finalement, je veux dire, de voir un peu comment se présente leur lendemain. Et d'un autre côté, ben, on est un peu, on a la responsabilité d'aller chercher les conditions pour qu'il y ait une certaine harmonie dans les relations politiques gouvernementales. Donc, on est toujours un peu, d'une journée à la suivante, un peu dans une évaluation constante. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on est plus près du but qu'on l'était hier? Est-ce qu'on risque de l'être dans 2 jours? Et je pense que c'est un peu ce qui rend un peu la démarche en fait, une démarche qui est en quelque sorte un défi constant là, de s'assurer qu'on a bien ciblé les conditions qui devraient être au rendez-vous là, pour permettre un peu ce cheminement-là politique. Mais quand tu es aux prises avec des situations où finalement tu es un peu sur la défensive, tu es un peu en réaction par rapport à une nouvelle qui sort, une politique qui sort, et tu dis, OK, on est où dans tout ça? C'est sûr qu'on perd un peu de crédit. Je parle de la population en général. Moi, je ne suis plus tellement sur les réseaux sociaux, mais j'en ai lu des commentaires à travers les années là, qui disaient, bon, on peut-tu changer d'homme? Je trouve que Justin Picard est un chialeux. Mais c'est quoi l'autre option? Ben c'est ça consistait quand même un peu pas mal à chialer. Oui, ben écoute, c'est que d'un côté, c'est là que je reviens là, au principe du compromis. C'est quoi l'autre choix? C'est vraiment d'arriver, par exemple, à une table de négociation où tu dis, bon, dehors les principes ou dehors mes principes, on commence-tu en fonction de ce que vous nous émettez comme condition du côté gouvernemental? Alors que moi, j'ai toujours cherché, je pense, un contexte où, si on doit parler de nation à nation, on peut-tu négocier de nation à nation? Oui. Je vous écoute parler, puis écoutez, moi, je suis un indépendantiste québécois, OK? Et j'ai toujours pensé que ce pays-là, le Canada, était un pays impossible parce que vous avez la nation québécoise, vous avez des nations autochtones, vous avez quelque chose comme une nation canadienne. En tout cas, elle était très silencieuse avant les tarifs de Trump. Là, elle se redécouvre une identité. Tu sais, on peut bien s'asseoir autour d'une table pendant des décennies, mais aussi longtemps que ce seront des nations, il n'y aura jamais un discours ou enfin une décision qui va être la décision de tous, une position qui va faire l'affaire de tout le monde. On est toujours dans le conflit. Vous dites on est dans le dialogue, mais on est toujours dans le conflit. Le dialogue, c'est la réponse au conflit. Puisqu'il y a autant de nations que celles que je viens de vous nommer au Canada, ça devient compliqué un peu, là. Bien, écoutez, il y a 10 nations autochtones, si j'exclus les Inuits. Il y a autant de cultures, autant de diversité, autant de langues aussi, et qui nous sont propres. Et malgré tout ça, on a réussi à créer des consensus importants sur des questions qui nous rassemblent, notamment la question du territoire, la question de sa gestion, sur les questions entourant le climat et l'environnement. Et donc, on a réussi en quelque sorte, à assurer ces compromis-là entre nous. Mais ceci étant dit, je pense que, en tout cas, le principe qui nous a guidés à travers ça, c'est que, OK, le choix d'une société, très clairement lui appartient, mais est-ce que ce choix-là doit primer sur les choix d'une autre société? Et ça, moi, je trouve que c'est un principe qui est important parce que on regarde aujourd'hui, là, si on doit se mettre un peu dans l'actualité, les tendances qui s'expriment en Alberta et les comparaisons qui sont faites entre l'Alberta et le Québec. Ouais. Et ces deux contextes sont totalement différents. On s'entend, oui. Mais en même temps, du côté des Premières Nations, il y a un peu le même réflexe au niveau du Québec que celui de l'Alberta, c'est-à-dire Mme Smith en Alberta semble dire, bon, la question de la souveraineté des
des crises sous-traitées là, dans notre province. C'est réglé, ça. Mais en même temps, ce qu'elle ne dit pas, c'est que la souveraineté des nations sont subordonnées à la leur, comme province et comme compétence. Donc, il y a quand même des variables importantes, je pense, qui méritent leur place dans cette réflexion-là. Mais en même temps, je pense que l'avenue la plus simple, finalement, c'est de dire, bon, il y a des nations autochtones. Désolé, mais les politiques d'extermination, il y a 150 ans, ont totalement échoué. Elles sont vivantes, elles sont en train de reprendre un peu leur place. Elles ont encore des valeurs. Elles ont aussi des systèmes qui leur appartiennent. Comment on fait le ménage dans tout ça? Et comment on se donne les conditions nécessaires pour qu'il y ait une cohabitation qui soit harmonieuse, mais aussi pacifique. C'est quoi ça, les politiques d'extermination? Pouvez-vous développer un peu autour de ça? Parce quand, je l'ai dit tantôt, quand on dit qu'on veut tuer l'Indien dans l'enfant, je veux dire, ça ne peut pas être aussi clair que ça. Là. Ça, c'est la fameuse notion de génocide culturel. Je vous ferai grâce là, des commentaires qui ont été mis par certains politiciens à l'époque, incluant MacDonald comme premier ministre, incluant des fonctionnaires de l'époque. Hector Langevin, les pensionnats indiens, c'était ça, là. C'était carrément là, un projet de vraiment créer ces conditions-là. Je veux qu'on reparle de la vérité et réconciliation parce qu'il y a un dossier, je pense, qui est très tabou. Et je suis content de vous avoir aujourd'hui pour qu'on puisse en parler. Je suis tanné d'en parler avec des gens qui ne sont pas des Autochtones. Vous êtes Inuit. Vous avez déjà dit, je ne suis pas Canadien, je ne suis pas Québécois, je suis Inuit. Donc, c'est la question des pensionnats. On y touche depuis tantôt sans vraiment l'approfondir. Il y a eu toute cette histoire à Kamloops, il y a quelques années, découverte de sépultures. Là, vous me corrigerez si je me trompe, OK? Mais moi, dans le détail, la façon que je m'en souviens, c'est la façon suivante. Donc, il y avait eu une chercheuse qui avait identifié des irrégularités dans le sol d'un ancien pensionnat, dans un ancien cimetière à proximité d'un pensionnat en Colombie-Britannique. Et là, le New York Times, à l'époque, avait titré des sépultures, de nombreuses sépultures. Et là, bon. Radio-Canada ensuite avait dit ce sont des enfants qui ont été enterrés là, des enfants morts. Et là, depuis toutes ces années, c'est la version, je pense, qui a frappé l'imaginaire. C'est celle qu'on retient. C'est que dans ce pensionnat-là, il y avait un cimetière où on enterrait des enfants. Des années plus tard, et c'est pour ça que je veux qu'on parle de vérité, on n'a toujours pas fouillé. Et moi, je me rappelle, il y a quelques mois, d'avoir lu des gens de la communauté autochtone, des communautés autochtones dire si on ne fouille pas, c'est parce que faut qu'on prenne notre temps, il y a des rituels, il faut qu'on consulte aussi nos communautés. Mais là, en attendant que ce soit fait, il y a quand même une version du récit qui n'en demeure pas moins inexacte dans la mesure où il n'y a pas de preuves encore. Ça, est-ce que pour vous, juste en partant, est-ce que c'est du négationnisme, ça, que de poser la question comme je suis en train de le faire? En fait, je pense que ça dépend à qui la question s'adresse. Si elle s'adresse à vous, par exemple. Oui, moi, je suis pas impliqué au même titre que le serait, par exemple, des personnes dont les ancêtres ont fréquenté des pensionnats indiens. Et c'est pour ça que je veux revenir sur aussi une autre réalité qui fait qu'il y a également un débat à l'interne. Sur la question des rituels, il y a des personnes qui sont pro-spiritualité chez nous, qui considèrent que c'est un élément important, incontournable. Il y a des personnes qui, comme vous le dites, sont à la recherche de la vérité et plus vite vers l'aura, plus on se rapproche de la guérison. Donc, pour moi, il y a ces éléments-là qui font que on est en quelque sorte sur un certain statu quo. Et pour moi, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une personne au fédéral là, qui se penche là-dessus, qui est beaucoup plus à l'écoute
pour essayer de voir un peu, est-ce qu'il y a une porte de sortie possible. Mais ceci étant dit, je vais peut-être prendre un peu le dossier sur un autre exemple qui est plus près de nous, qui est le Québec. Le Québec a voté une loi, la loi 79, qui permet finalement à certaines familles qui ont perdu des proches à travers les années, des proches qui ont été admis dans des institutions de santé, des hôpitaux à travers les années, et où, dans la plupart des cas, ce sont des personnes qui ne sont jamais revenues chez eux. Et ça, ça a été documenté, ça a été prouvé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, parce qu'il y a des rapports annuels qui sont soumis, parce que la loi l'exige, il semblerait que dans les estimations qui ont été faites au tout début, avant même que la loi soit votée, on est rendu à peut-être le triple des cas qui étaient soupçonnés. Donc, il y aura toujours un élément, je veux dire, il y aura toujours un doute, et ça dépend de la personne qui en parle, mais il y aura toujours un fond de vérité, là, et ça va dépendre encore de la personne qui est un peu, de ce côté-là de l'histoire, disons-le comme ça. Mais c'est parce que moi, je connais des gens qui sont mal intentionnés. J'en connais. Ça existe dans tous les domaines de la société, dans toutes les sociétés du monde. Des gens qui vont, par exemple, dire, bon, ben, c'est ça, c'est pas arrivé. Puis je connais aussi des gens, et je pense en faire partie, qui sont pas incapables d'imaginer que ce soit arrivé. C'est juste que je pense que si on veut bien faire les choses, et j'aime le mot vérité, ben, je pense qu'il faut aller au fond des choses. Puis c'est difficile après de... Comment dire? Il y a des gens qui tombent dans le complotisme, il ne faut pas aller là, mais ça serait tellement plus simple de fouiller. Comme ça, on n'irait pas là. On fouillerait, on trouverait, et on pourrait amorcer le deuil. Alors que là, on dirait que, et pour des bonnes raisons que vous décrivez, vous parlez de gens qui ne veulent pas fouiller pour des raisons de l'ordre du rite. On veut pas aller, il y a des gens qui ne veulent pas fouiller parce que c'est trop douloureux, mais d'autres sociétés sont passées par là, et d'autres sociétés et peut-être que ça a pris autant de temps, mais un jour ou l'autre, il faut y aller. Il faut y aller pour pouvoir mettre exactement les mots à la bonne place et que ça soit précis. Et si on ne veut pas que ça se répète, il faut exactement savoir ce qui s'est passé. Ben, c'est peut-être là où on doit tracer une ligne qui est très, très mince entre la responsabilité d'un élu ou d'une élue par rapport à sa communauté. Et un exemple qui me vient à l'esprit, c'est la communauté de Chisasibi, au nord, dans la région de la baie James, où l'ancien site, finalement, qui était l'île de Fort George, avait deux pensionnats. Un catholique, l'autre protestant. Et c'est des sites qui demeurent encore. Et pour avoir parlé avec la chef de la communauté, elle dit je trouve ça pénible comme processus. Mais elle disait, mais en même temps, moi, je me dois de respecter la volonté des aînés. Il n'y a pas une version, il n'y a pas une position. Donc, c'est ce qui rend la tâche, je veux dire, d'une personne élue, et encore une fois, je reviens à la définition de pouvoir, qui n'est pas la même par rapport à ce qu'on voit ailleurs autour de nous. Donc, je pense que c'est un élément qui est sans doute profondément humain. Oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est qu'en attendant, et puis après on changera de sujet, là, mais en attendant, et peut-être que ça ne viendra pas, cette opération-là qui consisterait à aller fouiller, puis à vraiment fouiller pour vrai le fond de cette histoire-là, il y a quand même, tantôt vous disiez, j'ai jamais cherché à culpabiliser, mais il y a un coupable quand même, là. Il y a un coupable très clairement indiqué, et il y a des gens qui, simplement parce qu'ils sont héritiers de ces coupables-là, coupable entre guillemets, je suis obligé de le mettre en guillemets parce que la démonstration n'est pas complètement faite. Il y a des gens qui se disent, je refuse de porter le poids de cette responsabilité-là. Et moi, sur le plan strictement personnel, je pense que je serais capable de le porter si démonstration était faite. Mais en attendant, on est, à mon avis, dans quelque chose qui s'apparente à de la spéculation. Même s'il y a énormément de preuves circonstancielles. Quand on dit, par exemple, que des gens ne sont pas revenus, ben, écoutez, c'est ça, ils ne sont pas revenus. Donc, s'ils ne sont pas revenus, ils sont allés quelque part ou ils sont morts. Ils sont morts de quoi? Ils sont morts comment? Où ils sont partis? Ont-ils disparu? On parle tout le temps des femmes autochtones disparues, hein? Mais si on les trouvait, on pourrait savoir où elles ont abouti. Donc, il manque toujours ce petit côté-là. Et pour certaines personnes, on dirait que l'espèce d'absence de curiosité chez certains
membres des communautés autochtones, c'est peut-être parce qu'on sait que sur le plan symbolique, la victoire est déjà faite, c'est-à-dire que le coupable est déjà désigné. Pourquoi fouiller davantage si le coupable est déjà désigné? Je pense que tout le monde est conscient, puis incluant les gens chez nous, qu'on réussira jamais, qu'on ne peut pas réécrire l'histoire. Mais en même temps, il y a quand même des pans importants de cette histoire-là qui ont été démontrés. Et écoute, l'exemple que je prendrais, c'est celui du fonctionnaire qui finalement a été assigné pour gérer les pensionnats indiens à l'époque, Duncan Campbell Scott. Hein, et pour nous, c'est très clair au sein de la communauté que le coupable, c'est lui, là. C'est pas la génération ou les générations qui sont venues par la suite ou qui l'ont suivi. C'est vraiment lui, finalement, qui a posé le geste d'administrer ces pensionnats indiens-là. En même temps, on est aussi aux prises avec, je ne l'appellerai pas des informations, mais finalement des versions qui sont pas du tout concordantes. Des fois, des personnes qui sont éminentes qui vont dire, la vérité, c'est que le gouvernement cherchait à éduquer ces pauvres petits Indiens parce que ces pauvres petits Indiens étaient élevés par des sauvages, des parents qui étaient sauvages. Donc, quelque part, si on est bien intentionné, ou on prétend l'être, on peut dire, il y a une logique à ça, là. Mais de quelle façon ça a été perpétré? Ça, c'est un autre élément de l'histoire qui mérite également une considération. Est-ce qu'il y a eu maltraitement? Est-ce qu'il y a eu mauvaise nutrition? Ça, c'est des questions importantes également à se poser sur les façons de faire. Qu'est-ce que vous pensez de... Ça, c'est une autre notion qui a vraiment, vraiment été présente dans les médias depuis au moins 10 ans. Qu'est-ce que vous pensez de la notion de territoire autochtone non cédé? Est-ce que vous trouvez que c'est, par exemple, dans le cas de Montréal, parce que c'est, je pense, le cas qui est le plus courant, là, est-ce que vous trouvez que c'est une notion qui est pertinente? Je pense pour replacer les choses dans leur contexte, c'est moi, ce que je questionne, c'est l'espèce de sentiment finalement, de culpabilité qui refait surface, alors que de notre côté, on y voit tout simplement une notion, je veux dire, d'un protocole qui était dans nos valeurs à nous, nos coutumes à nous. Donc, c'est une pratique qui se veut courante, qui l'était. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Je veux dire, il y avait cette reconnaissance-là entre nos sociétés où si on recevait quelqu'un, l'hospitalité indiquait qu'on le recevait sur notre territoire. Donc, il y avait ces pratiques-là. De la même façon que ces protocoles-là ont été exercés en marge de la signature de la Grande Paix de Montréal en 1701. Ouais. Montréal n'a jamais vu autant de nations que cette fois-là, presque une quarantaine de nations. C'est un des plus grands exercices de diplomatie du c'est le premier, sinon un des premiers traités là, sur le continent, oui. Mais non, mais je veux revenir sur... Parce que territoire autochtone non cédé, ce que vous êtes en train de dire, donc, c'est que dans la tradition autochtone, lorsqu'un étranger survient et souhaite s'installer quelque part, on lui cède le territoire. Donc, dans le cas de Montréal, par exemple, fondé en 1642 par Maisonneuve, là, l'idée, c'est que le territoire ne lui avait pas été cédé. C'est bien ça? C'est plus profond que ça. Oui. Parce que, Parce qu'il n'y avait personne, je pense, en 1642. En fait, si on regarde la géopolitique, c'est qu'il y a au niveau du Canada des traités qui ont été signés au tournant du 18e, du 19e et 20e, plutôt. Et donc, c'est ce qu'on appelle les traités numérotés. Par ailleurs, il y a, et c'est particulièrement vrai au Québec comme ce l'est sur la côte ouest en Colombie-Britannique, des pans de territoire qui n'ont jamais fait l'objet de cession ou d'entente ou de traité au Québec, sauf peut-être la région de la baie James, les traités des années 70. Donc, je veux dire, ultimement, ces nations-là, finalement, fondent
un peu leur positionnement politique sur, oui, les territoires, mais aussi un titre qui est grevé dans ces territoires-là. Et ça, écoute, ça fait l'objet de plusieurs jugements de la Cour suprême là, qui confirment cet état-là. Parce que quand vous dites il y a des gens qui se sentent coupables de se faire demander de le déclarer, par exemple, que c'est un territoire autochtone non cédé, alors que l'intention est pas vraiment belliqueuse, c'est pas une intention qui vise à entrer en conflit. Ben moi, j'imagine que vous êtes quand même au courant que pour les gens qui, par exemple, reçoivent ça comme une attaque, c'est surtout parce que si vous déclarez qu'un territoire que vous habitez est non cédé, bien là, à ce moment-là, vous ouvrez la porte à des revendications territoriales, vous ouvrez la porte à des poursuites, vous ouvrez la porte à toutes sortes de procédures judiciaires. Je pense que des fois, on pense que la demande, elle est symbolique, mais elle ne l'est pas, en fait. En fait, la question de la reconnaissance territoriale est symbolique. Non cédé, évidemment, c'est beaucoup plus que ça. C'est ça. Le non cédé se met est placé dans le contexte actuel. Mais j'ai envie de répondre par une question. Pourquoi pourquoi les gens se sentiraient attaqués par une telle déclaration? Parce que j'imagine qu'ils se disent, écoutez, par exemple, ils se disent, notre présence ici est illégitime, alors? Je pense qu'il n'y a personne qui a demandé à qui que ce soit de retourner là où ils étaient il y a 5 siècles. C'est pas ça. C'est une question vraiment de justice sur le plan politique au niveau social. Et c'est tout simplement ce dont je parlais un peu plus tôt, qui est un peu mise à niveau, une façon non pas de réécrire l'histoire, mais de la corriger. Mais c'est que la mise à niveau doit se faire. Regardez, par exemple, Champlain. Est-ce que c'est Samuel de Champlain, c'est un personnage que vous appréciez ou c'est un personnage que vous trouvez coupable ou responsable d'importants mots à l'échelle de l'histoire? Champlain, à mon sens, n'a jamais été jugé par les nations autochtones. Il fait partie de l'histoire, comme Jacques Cartier, comme Christophe Colomb. Mais s'il fallait le juger, ce serait quoi Peut-être sur le plan personnel? Je veux dire, Champlain a laissé des traces de son passage, de ses gestes. En même temps, ça demeure une histoire qui est contée par celui qui est le conquérant. Et c'est pas l'histoire du conquis. Et ça, je pense qu'il y a une différence à faire parce que pour nous, c'est un peu le cumul des 5 derniers siècles. L'histoire a toujours été contée à travers, finalement, celui qui colonisait, le colonisé. Alors que le colonisé, son histoire a toujours été beaucoup plus orale. Oui, d'autant plus, oui, c'est ça. Mais dans le cas des Autochtones, c'est vraiment le cas, là, parce qu'il y a des peuples colonisés qui avaient une tradition écrite. Mais qu'est-ce que dit la tradition orale, disons, par rapport à ce qui a été écrit par Champlain de son passage ici? Est-ce que les versions se contredisent ou est-ce qu'elles disent il y a un écho entre les deux? Je sais qu'il y a certains passages dans les écrits de Champlain là, qui, je dirais, tiennent la route, selon les vérifications qui ont été faites. Okay. Passage à Tadoussac, Baie-Sainte-Catherine. Et donc, il y a des éléments précis de l'histoire là, qui vraiment sont conformes selon ce que nos aînés nous... Une grande harmonie avec les Montagnais aussi. Oui, c'est ça, oui. Les Inuits, oui. Parce qu'en fait, quand je vous demande de vous prononcer sur Champlain, c'est toujours le même sujet, finalement, c'est que quand vous dites, vous m'avez demandé pourquoi les gens se sentiraient coupables de se faire demander si, oui ou non, ils reconnaissent qu'un territoire est autochtone et non cédé, c'est qu'il y a probablement beaucoup de gens héritiers des Canadiens français qui se disent, oui, mais pourquoi on nous demande de nier cette collaboration-là entre Champlain et certains peuples autochtones? Pourquoi on nous demande d'accepter une histoire qui, oui, a été tragique, mais qui l'a été davantage à partir du régime britannique? C'est juste toujours la vérité. Si la vérité est là, ensuite, on accepte les responsabilités qui sont les nôtres. Mais si la vérité, c'est un constat qui est le même pour tout le monde, une version qui est la même pour tout le monde, ça devient compliqué d'entrer dans la seconde étape qui est celle de, par exemple, accepter
cette idée-là que peut-être, oui ou non, un territoire est autochtone et non cédé. Mais si on est le méchant, ben là, ça part mal les négociations et le dialogue. Ben, ce que j'entends là, à partir de ce constat-là, là, c'est comme, OK, est-ce qu'on doit accepter qu'on a été conquis? Moi, je trouve que non. Je pense que tout ça fait partie d'un mouvement finalement, et j'en parlais plus tôt, là, c'est vraiment une question de dignité humaine. D'ailleurs, la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones qui a quand même une certaine portée, même si elle n'est pas contraignante, c'est quand même un instrument au niveau international qui a fait l'objet d'une négociation sur plus d'une génération, qui a été quand même accepté par 144 États à travers le monde, et qui parle justement que la déclaration, finalement, doit constituer des bases pour assurer les conditions minimales pour que les peuples autochtones puissent retrouver leur dignité. Et ça, finalement, ça peut être aussi simple que ça. Mais c'est sûr que c'est pas simplifié par le fait que lorsqu'on ramène la déclaration dans un contexte domestique, au Québec, au Canada, ben à ce moment-là, on se bute à des politiques qui, finalement, ne sont peut-être pas à la hauteur de ce que propose la déclaration. Ça fait que c'est un élément hautement complexe, mais en même temps, je pense que quelque part, lorsqu'on revient à une base un peu plus micro, notamment mon rôle, le rôle que j'ai laissé derrière moi maintenant, c'est de réunir ces conditions-là pour qu'il y ait un engagement politique où tout le monde trouve son compte. Et nous, tu sais, on n'a jamais proposé de développer des lois pour, en fait, nous ghettoiser en quelque sorte, si je peux utiliser le terme. C'est qu'on a toujours proposé des lois qui sont en harmonie avec ce qui existe. Elle existe déjà, cette loi-là, de toute façon, qui ghettoise la loi sur les Indiens. On peut parler de ça, mais moi, je parle beaucoup plus d'un élément qui nous sort de ce carcan-là. Et ce que je veux surtout faire valoir, c'est le fait qu'on veut que notre capacité de développer nos propres lois puisse s'harmoniser avec les capacités qui existent déjà au sein des gouvernements. Mais là où le problème réside, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il y a un cadre législatif qui prime sur le nôtre. Et c'est ça qu'on trouve injuste, c'est ça qu'on veut corriger. Puis en 30 ans, là, est-ce que vous êtes capable de dire aujourd'hui qu'il y a eu un meilleur interlocuteur entre le fédéral et le provincial? Ou est-ce que c'était deux mauvais interlocuteurs au même niveau ou deux bons interlocuteurs? Lequel des deux s'est avéré le plus agréable de compagnie puis le plus productif en matière de négociation? Ben, moi, je reculerais. À ce moment-là, je n'étais pas impliqué politiquement, mais les années où René Lévesque était à la tête du Parti québécois, et ça, on recule à la fin des années 70, au début des années 80. Et mon souvenir m'indique que la raison pour laquelle René Lévesque était apprécié du leadership autochtone au niveau du Québec, c'était pour son franc-parler, dire les choses comme elles sont. Et ça, c'est quelque chose, sans doute, qu'on a appris de lui en quelque sorte, parce que c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, là. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon, puis ça, il n'y a personne qui peut te l'enlever si tu dis les choses comme la base le vit. Et ça, pour moi, c'est important. Donc, oui, René Lévesque, je pense, a laissé des traces dans l'esprit de plusieurs leaders là, qui, dans certains cas, ne sont plus des nôtres. Mais en même temps, je pense que lorsqu'un leader, indépendamment des partis, indépendamment si c'est Ottawa ou Québec, là, c'est quand tu dis les vraies choses et que tu es sincère, même quand ça ne fait pas plaisir, ben, c'est une meilleure approche à adopter. René Lévesque, en plus, avait la réputation d'être juste et intègre. Hein, ouais. Quand il a fondé le Parti québécois et qu'il était à l'étape de décider des politiques linguistiques d'un premier gouvernement péquiste, il y avait des forces à l'intérieur du Parti québécois qui militaient pour
retirer à la minorité historique anglophone ses droits, par exemple le droit de fréquenter l'école anglaise et que ce soit subventionné par l'État québécois. Et lui, il refusait d'aller là parce qu'il se disait, on ne va pas enlever des droits à des gens. Donc, c'est pas étonnant qu'il ait été le meilleur interlocuteur dans votre souvenir avec les peuples autochtones parce que pour lui, on parle de dignité depuis tantôt, on parle de justice, c'était des valeurs extrêmement importantes pour lui. Il voyait la politique autrement que comme une façon d'arriver à des fins et de parvenir à des résultats. Il ne pouvait pas jamais, en cours de route, faire l'économie de certaines valeurs très, très, très importantes. En 78, c'est sous sa gouverne qu'a été organisé le premier sommet entre un État québécois, sous le Parti québécois, et l'ensemble des nations au Québec. Et je m'en souviens très bien. Là, j'étais présent un peu plus comme observateur, mais écoute, l'entièreté des nations. Vous aviez quel âge à cette époque-là? Oh, j'avais au début de la vingtaine. OK. Oui. Fait que j'ai suivi tout ça. Puis c'est un premier ministre qui a présidé les travaux, je pense, sur les 3 jours qu'a duré le sommet, et où pendant 3 jours, je dirais presque l'entièreté du Conseil des ministres a défilé pour entendre les doléances des représentants autochtones à ce moment-là. Qu'est-ce qui est plus simple, à votre avis, pour les Premières Nations? Est-ce que c'est de rester dans le Canada? Je parle des Premières Nations québécoises, établies sur le territoire du Québec. Est-ce que c'est plus simple de continuer d'essayer d'avancer à l'intérieur du Canada ou de donner une chance au projet souverainiste et de refaire certaines ententes, de renégocier de nation en nation? Parce que vous avez déjà prononcé un discours, je pense que c'était au milieu des années 2010, lors d'une soirée organisée par Pierre-Carl Pellado, qui était le chef du Parti québécois. Puis vous aviez dit, je suis un souverainiste, moi, mais je suis pour la souveraineté des Inuits. Et c'était, une agréable provocation, c'est bien correct. Mais je me suis quand même posé la question en relisant ça, est-ce que c'est pas plus simple de donner une chance à un autre pays pour faire avancer toujours les intérêts des Premières Nations, selon vous? Pourquoi on n'aurait pas cette chance-là aussi? Ben oui. Je veux dire, est-ce que vous avez la volonté de ça? Est-ce que les Autochtones veulent ça? Oui, je pense que, encore une fois, on a encore une longue route à parcourir. Mais pour moi, aujourd'hui, écoute, je vais vous ramener là, à un commentaire que j'ai entendu de Bernard Landry. Il n'était plus actif à ce moment-là, mais il relatait finalement la relation qu'il avait eue avec Ted Moses. La signature de la paix des Braves en 2002. En tout cas, l'entente était intervenue en 2001, mais officiellement signée en 2002. Et Bernard Landry, au cours d'une soirée organisée par Québec solidaire, m'avait dit, écoutez, dans mes entretiens avec Ted Moses, j'ai demandé à Ted, est-ce que vous êtes Canadien, Ted? Il a dit non. Est-ce que vous êtes Québécois, Ted? La réponse, c'était toujours non. Et la réponse s'est complétée en disant, moi, je suis Cri. Et alors, le territoire, on parle de quoi? C'est un territoire Cri-Québec. Donc, je pense qu'on retrouve ici là, les principes qui ont guidé, en quelque sorte, les négociations de l'abbé James au début des années 70. Et en passant, il n'y a pas eu de négociation aussi rapide que ça. Et je pense qu'on parle beaucoup d'acceptabilité sociale aujourd'hui. À ce moment-là, c'était beaucoup plus la pression sociale envers les nations CRI qui ont fait en sorte que finalement, je veux dire, on a dû, comme c'est le cas trop souvent aujourd'hui, recourir aux tribunaux là, pour finalement faire valoir que la nation CRI et Inuit et Naskapi plus tard aient une chance, aient un rapport de force à la table de négociation. Je pense que c'est une question de savoir, la question devrait plutôt être, est-ce que deux souverainetés peuvent cohabiter? Oui, non, mais puis écoutez, là, j'ai bien des défauts, mais je suis pas de mauvaise foi. Donc,
un indépendantiste québécois ne peut pas dire à quelqu'un qui est issu des Premières Nations et qui a des velléités indépendantistes que son indépendantisme est un indépendantisme de seconde classe ou de second ordre, surtout pas lorsque on parle à quelqu'un dont les ancêtres étaient présents bien avant les miens. Par contre, je me suis toujours posé quand même la question, je viens de vous la poser, vous m'avez dit oui, mais je vous la reposerai quand même parce que je ne suis pas convaincu. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de la part des peuples issus des Premières Nations d'accomplir un vrai projet de souveraineté comme il s'est développé au Québec, là? On parle pas d'une souveraineté partielle sur certains territoires, on parle de prendre possession d'un territoire, de bâtir des institutions parlementaires et de développer une démocratie comme ça, là. Est-ce que c'est un vrai... Qui nous serait propre? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais. Je pense que le courant, je veux dire, cette idée-là circule. Oui, une démocratie avec des systèmes qui seraient les vôtres. Ça circule déjà au sein de nos propres institutions. C'est pas une question qui est simple. Hein? Ça amène beaucoup d'implications. Mais moi, au moment de quitter l'Assemblée, bon, c'est quelque chose que j'ai mis sur la table. Est-ce qu'il y a une possibilité, à travers notre diversité, par exemple, de se doter d'un palier qui serait un peu notre propre Parlement et qui serait, pas en opposition, mais qui aurait la responsabilité d'entretenir une relation, d'avoir des discussions et éventuellement des négociations avec les parlementaires québécois. Tout parti confondu. Et pour moi, l'idée a trouvé sa place dans l'écoute des chefs, mais il faut la développer. Et je pense que cette volonté-là, à mon sens, est au rendez-vous. Mais parce que ça peut être une discussion qui est théorique, mais en pratique, ça devient encore plus intéressant parce que tous les territoires qui constituent le Québec sont, au moins sur le plan symbolique, revendiqués par les peuples autochtones. Si Montréal, la capitale, pas la capitale, mais la métropole, est un territoire autochtone non cédé, qu'en est-il de Québec? Qu'en est-il de Trois-Rivières? Est-ce que, si on suit cette logique-là, on assisterait à un déchirement complet de l'ordre social et de l'ordre établi en ce moment? Comment ça fonctionnerait exactement? Il n'est pas question de refaire le monde ici, là. OK. C'est vraiment de trouver des arrangements qui puissent satisfaire les peuples autochtones d'abord, mais qui puissent aussi les compenser par rapport aux pertes qu'elles ont subies. Et ça, je veux dire, il n'y a pas de démonstration à faire. Les Inuits, qui étaient de tradition nomade, c'est-à-dire qui finalement voyageaient le territoire au gré des saisons, se retrouvent aujourd'hui dans des réserves. Oui, il y a le contexte législatif fédéral, mais il en demeure pas moins que c'est les résultats de cette chaîne de politique à travers les décennies, les siècles. Donc, tout ce qu'on recherche, c'est, je me souviens, par exemple, en 2004, je pense le Québec s'est doté d'une commission parlementaire spéciale parce que il y avait beaucoup de protestations contre le fait que certaines communautés inues étaient engagées dans une négociation et écoute, on a eu droit, comme on a eu droit en 90, à toutes sortes de désinformations par rapport à ce que recherchaient les communautés à ce moment-là, où, OK, bon, Chicoutimi, c'est plus sur la map, la baie, c'est plus sur la map et d'autres communautés comme ça, je pense que ça, c'est vraiment pousser l'exagération, là. Parce que c'est pas ça qui a été recherché. Ouais, je comprends, mais c'est normal que la question soit posée quand même, parce que même si j'avais bien compris que c'était pas ça l'intention, ni même le projet, quand on parle de souveraineté, on parle de souveraineté. Puis là, je vous ai même dit, OK, non, mais donc, est-ce qu'il y a une volonté de la part des peuples de s'accaparer du territoire, de bâtir des institutions, de développer une démocratie? Votre démocratie, vous m'avez répondu oui. Donc, moi, je pensais que, grande révélation, il y avait vraiment un grand projet qui consistait à bâtir un projet de pays ou de plusieurs pays, un pays au pluriel, par-dessus le Québec. Tu sais. Est-ce que le droit à l'autodétermination du Québec est différent de celui des peuples autochtones? Ben, je ne pense pas. OK, ben je pense qu'à ce moment-là, on a les mêmes attributs que le Québec. Mais non, mais c'est pour ça. Non, mais je suis d'accord avec vous. On a un territoire, on a une langue, on a une culture. Oui. N'est-ce pas là les attributs que le Québec fait valoir dans sa démarche vers sa souveraineté? Moi, je pense qu'il n'y a pas... souveraineté, là, c'est pas un monopole, là. Et pour moi, là, c'est quelque chose que nous avions déjà et que nous avons toujours ici.
Et Oui. il faut trouver les façons de le mettre en pratique. Et si ça veut dire la capacité de pouvoir se donner nos propres institutions, ben soit, on va le faire. La déclaration de l'ONU, c'est droits des peuples autochtones, confirme ce droit à l'autodétermination à son article 3. Son article 4 prévoit des dispositions pour que les communautés puissent se donner leurs propres institutions. Mais encore faut-il qu'il y ait un gouvernement Oui. qui a cette volonté-là au niveau politique, et c'est malheureusement c'est une volonté finalement qui ne court pas les rues. Non, non, mais c'est ça, mais j'essaie juste de comprendre parce qu'après, vous avez rajouté, on veut pas refaire le monde. Mais on dirait que dans la première partie de votre réponse, oui, vous voulez refaire le monde, puis ensuite, c'est non, 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 on veut juste négocier, faire des gains, puis pouvoir développer nos institutions. Mais la souveraineté, c'est la souveraineté, là. La souveraineté, c'est notre territoire, c'est nos institutions, on est les Ben maîtres oui, chez c'est nous. ça. OK. Ouais. Mais c'est quoi le problème avec ça? J'ai pas de problème avec ça. J'essaie de OK. comprendre. J'essaie de comprendre c'est quoi le projet. C'est-tu de faire la souveraineté ou c'est de pas refaire le monde et de faire des petits gains? C'est de refaire le monde ou c'est pas de le refaire? Ben, on fait des petits gains parce qu'on n'a pas le choix. Je veux dire, si la volonté politique serait au rendez-vous, là, je pense que les gains seraient beaucoup plus importants. Moi, je représente une nation, je viens d'une nation plutôt, qui est constituée de 9 communautés, qui a négocié avec les gouvernements depuis plus de 40 ans. La négociation de la baie James, ça a pris 2 ans. Et je pense que lorsqu'on regarde un peu le contexte historique de la baie James, qui est très bref, là, c'est qu'on a eu un premier ministre qui a envoyé ses bulldozers sur un territoire qu'il jugeait inhabité et procédait avec le projet du siècle là, en 70. Et jusqu'au moment où ce projet-là a été rappelé à l'ordre par les tribunaux. Et sur la base de ça, parce que finalement, c'est aussi, ça fait partie du domaine politique aujourd'hui, la capacité pour les peuples autochtones qui jugent qu'ils ont toujours un droit sur le territoire, dont le titre, de pouvoir négocier avec les gouvernements. Et ça a été cette volonté-là qui a été exprimée par la nation Innu à la fin des années 70, avec un engagement politique autant du Québec que du fédéral de s'asseoir à une table et négocier et finalement y aller avec une certitude qui fasse en sorte que l'avenir soit un peu plus prévisible qu'il l'est actuellement. Mais ce qu'on constate depuis 40 ans, c'est que il y a toujours cette situation-là de compromis des peuples autochtones parce que il n'y a personne qui a mis le bouton pause sur développement. Il n'y a personne qui a mis le bouton pause sur la situation du caribou forestier sur nos territoires. Donc, on est pris avec cette réalité-là qui fait en sorte que les Premières Nations, les enjeux qui les intéressent, ne trouvent pas vraiment leur place sur le radar. Avant qu'on s'arrête, j'aimerais ça qu'on parle des problèmes que vivent les communautés autochtones, des problèmes que vivent toutes les communautés dans le monde, mais qui sont peut-être exacerbés à l'intérieur de vos communautés. Puis j'aimerais ça savoir comment vous pensez, vous qui avez composé avec ça pendant des années, pas vous personnellement, mais à titre de chef de l'Assemblée des Premières Nations, vous avez vu par exemple l'alcoolisme faire des ravages, la toxicomanie, les problèmes aussi dans les prisons. Comment on fait pour se sortir de ça? Vous avez parlé tantôt de retrouver une dignité, de trouver aussi une oreille attentive, une vraie oreille attentive dans les gouvernements. Mais puisque, et c'est vous-même qui l'avez dit, la solution se trouve d'abord en soi, comment on fait pour se sortir de ça? Ben, ça fait partie du lot de la charge finalement qui se présente à nous. On a, parmi les institutions qu'on s'est données à travers les années, une commission dans le domaine de la santé et des services sociaux pour essayer d'outiller les gens au niveau local qui sont au front quotidiennement, euh, à devoir composer avec ces réalités-là qui sont pleines de défis. Donc, ça fait partie d'un processus qui s'ajoute finalement à la quantité de défis qui se présentent à nous, politiques, économiques et autres. Il y a aussi cette réalité-là qui est encore une fois historique là, et qui a de toute évidence aussi une racine quelque part. Je veux dire, on ne devient pas alcoolique pour le plaisir de l'être. Là.
On n'est pas toxicomane parce que c'est ça qu'on voulait. Mais en même temps, c'est le lot d'un passé qui est constitué de traumatisme. Et on parlait de vérité et réconciliation plus tôt. Ben, une des démonstrations qui a été faite, c'est comment finalement les vies et les réalités vécues par nos parents d'il y a 2 générations sont aussi présentes, c'est les générations qui ont suivi. Donc, il faut aussi composer avec ça, comme il faut composer avec, on parlait de démographie tantôt, beaucoup de jeunes et beaucoup de conditions où les jeunes sont à la merci du système, là. Et pour nous, ben, une des façons, c'est de pouvoir se doter de nos propres règlements, par exemple, en matière de protection de la jeunesse. Et encore une fois, puis je le précise, là, c'est pas vraiment pour se sortir des systèmes qui existent déjà, mais apprendre à composer avec ça et apprendre à faire en sorte que le système qui nous est étranger puisse s'harmoniser avec des systèmes qui ont sont peut-être plus fondés sur des valeurs qui nous sont spécifiques. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est une communauté qui s'est dotée de sa propre loi en matière de protection de la jeunesse et qui a titré sa loi de la protection sociale. Parce que c'est pas pour finalement viser l'enfant ou le jeune, c'est beaucoup plus pour inciter sur le fait que toute loi qui vise la protection de l'enfant doit être beaucoup plus inclusive que exclusive et donc implique également non seulement la participation de la famille immédiate, mais aussi de la famille élargie et ultimement de la communauté. Donc, c'est un peu, je pense, ces principes-là là, que nous avançons en disant, bon, voici nos façons de voir. Est-ce qu'elles peuvent être acceptables par un système qui, finalement, jusqu'à ce jour, n'a pas vraiment donné entre les résultats ou les conclusions qu'on souhaitait. Vous êtes optimiste? Je le demeure toujours, oui. Oui. En fait, j'ai appris à l'être parce que je regarde autour de moi, puis je vois beaucoup de jeunes, évidemment. Tout évident, je ne le suis plus, mais je l'ai été. Et je fais la comparaison entre ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai observé en prenant de l'âge, et voir les jeunes aujourd'hui, là, vraiment chargés d'énergie, de confiance, d'estime de soi aussi de plus en plus. Des artistes là, qui sont fermement engagés là, envers leur nation et leur identité, que ce soit dans le domaine de la musique ou dans le domaine des arts tout court. Moi, je pense qu'on a un bel avenir devant nous. Merci beaucoup, M. Picard. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à vous. Écoutez, si vous aimez ce qu'on fait, c'est très simple. Vous pouvez vous abonner. Hein? Il y a 2 options qui s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner sur YouTube. Vous avez rien qu'à baisser un petit peu la souris comme ça. Vous allez voir le bouton se joindre. Il va y avoir des options qui s'offrent à vous. Vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon. Alors, le lien est dans la description. Sinon, ben écoutez, on est là chaque mardi. Et d'ici là, vous pouvez partager l'épisode, en parler, commenter. On se revoit à la semaine prochaine.